vous le disiez, on va rentrer dans le vif du sujet puisqu'on va parler évidemment de l'eau face au changement climatique. Pour introduire cette journée, l'introduction de Valérie Masson-Delmotte, qui est la coprésidente du groupe 1 du GIEC, va nous permettre de fixer les idées et de dresser les lignes de force des échanges que nous pourrons avoir tout au long de la journée. Donc je l'invite à me rejoindre voilà, vous êtes là. Bienvenue à vous, sous vos applaudissements, merci. Merci beaucoup de cette invitation. Les thématiques de l'eau et du changement climatique sont intimement liées. Dans cette présentation, je vais mettre l'accent sur les points clés du rapport climat qui a été rendu au mois d'août 2021 par le GIEC. Donc c'est une évaluation de l'état des connaissances à ce jour, sur la base de l'examen critique de 14 000 publications scientifiques. Je veux saluer le travail colossal qui a été fait par les 234 auteurs de ce rapport, dont plusieurs collègues basés à Toulouse. Un travail qui s'est achevé dans un contexte de pandémie à distance. Les points clés de cette présentation seront basés sur le résumé à l'intention des décideurs qui a été approuvé par les représentants de l'ensemble des pays, 186 heures d'échange sur Zoom pendant 2 semaines au milieu de l'été. Et la rigueur, l'exhaustivité de ce rapport a bénéficié du travail de milliers de relecteurs, de la communauté scientifique, d'experts de gouvernement, qui ont fourni près de 78 000 commentaires de relecture. Donc c'est vraiment un travail collectif considérable et qui montre des avancées scientifiques majeures par rapport au rapport précédent sur les bases physiques du changement climatique de 2013. Je précise également que dans le cadre de ce 6e cycle d'évaluation du GIEC, nous avons rendu 3 rapports spéciaux en 2018-2019. Le rapport sur 1,5 degré de réchauffement montrait déjà à quel point chaque fraction de réchauffement supplémentaire compte et à quel point chaque année comptait pour parvenir à limiter le réchauffement à un niveau très proche de l'actuel. Il ancrait aussi très profondément les enjeux d'action vis-à-vis du climat, adaptation, action pour réduire les émissions de gaz à effet de serre, dans le cadre plus large des objectifs du développement durable. Le rapport de 2019 sur les terres montrait les enjeux liés à la pression sur les terres et soulignait à quel point les enjeux liés au changement climatique sont intimement liés à la sécurité en eau et à la sécurité alimentaire. Et enfin, le rapport de 2019 sur l'océan et la cryosphère soulignait le fait que nous avons mis en mouvement les composantes lentes de la machine climatique avec des conséquences qui vont se dérouler sur des échelles de temps de centaines à milliers d'années. Le rapport actuel, bien sûr, s'appuie sur ces rapports et présente les connaissances les plus récentes, tout particulièrement en matière d'observation, de compréhension des processus, de modélisation du climat à l'échelle globale ou régionale. Il combine l'ensemble de ces sources d'informations. Il va être complété en février prochain par un rapport sur les enjeux de vulnérabilité, d'impact et les solutions en matière d'adaptation, avec un chapitre entier dédié à la question de l'eau. Et puis en février prochain par un rapport qui porte sur les solutions permettant de réduire les émissions de gaz à effet de serre, donc sur l'atténuation. Donc c'est un volume parmi 3 gros volumes de ce 6e cycle d'évaluation. Alors premier constat, les changements climatiques récents sont généralisés depuis le haut de l'atmosphère, le haut des montagnes jusqu'au fond de l'océan, depuis les régions tropicales jusqu'aux régions polaires. Ils sont rapides, en fait, ils constituent une rupture par rapport à la variabilité naturelle du climat et s'intensifient. Nous émettons chaque année plus de 40 milliards de tonnes de dioxyde de carbone dans l'atmosphère, sa concentration continue à augmenter. Le niveau actuel n'a pas été connu depuis plus de 2 millions d'années. Le niveau des mers monte du fait du réchauffement de l'océan qui récupère plus de 90% de la chaleur supplémentaire et de la fonte des glaces continentales. Le niveau des mers accélère sur son rythme d'augmentation. C'est une situation inédite depuis plus de 3000 ans où le niveau des mers était globalement stable. Vous pouvez voir, dans les Pyrénées comme ailleurs, un recul généralisé des glaciers. Au niveau mondial, c'est inédit depuis plus de 2000 ans. Alors prenons l'un des indicateurs de l'état du climat planétaire, le niveau de réchauffement à la surface de la Terre. Où en sommes-nous ? Si on prend la période de référence 1850-1900, qui correspond au début des réseaux d'observation, et puis la dernière décennie, nous en sommes à 1,1 degré de réchauffement. Vous voyez que chacune des dernières décennies a été successivement la plus chaude mesurée. Ce réchauffement est une rupture
par rapport aux variations naturelles du climat depuis plus de 2000 ans. Nous sommes en train de sortir de la plage des variations de température à la surface de la Terre de la période interglaciaire actuelle. Donc reprenons ce réchauffement observé, la barre grise. Et bien sûr, pour comprendre les causes de ce réchauffement observé, nous analysons les facteurs naturels. L'activité du Soleil, l'activité des volcans jouent sur le bilan d'énergie de la Terre, d'une année à l'autre, parfois d'une décennie à l'autre, a des effets au niveau régional, mais n'explique en rien le réchauffement qui est observé à l'échelle du siècle. La variabilité spontanée du climat, les échanges entre l'atmosphère, l'océan en particulier, façonnent la variabilité du climat d'une année à l'autre, jouent de manière importante, par exemple sur la pluviométrie en France à l'échelle d'une décennie à l'autre, mais ne peut expliquer en rien l'accumulation de chaleur dans la machine climatique, ni le réchauffement à l'échelle du siècle. Si l'on prend l'ensemble des facteurs liés à l'influence humaine qui agissent sur le bilan d'énergie de la Terre, que sont-ils ? L'injection de gaz à effet de serre qui piège de la chaleur, l'injection de particules de pollution qui ont un effet parasol net, refroidissant, les modifications d'utilisation des terres qui jouent sur la réflexion du rayonnement solaire. Notre meilleure évaluation aujourd'hui est que l'intégralité du réchauffement observé est la conséquence de l'influence humaine sur le climat, qui est dominée par l'effet réchauffant des gaz à effet de serre, en partie masqué à hauteur d'environ un tiers par l'effet refroidissant des particules de pollution. On a d'ailleurs une meilleure compréhension du rôle de ces différents facteurs sur le cycle de l'eau. Par exemple, si on considère les moussons, l'effet asséchant des particules de pollution, ou bien l'effet humidifiant des rejets de gaz à effet de serre, explique les grandes variations qui ont été enregistrées dans l'intensité des moussons au cours des dernières décennies. En plus, bien sûr, de la variabilité naturelle du climat. Donc, si l'on prend l'ensemble des caractéristiques d'un climat qui change dans chacun des compartiments de la machine climatique, l'atmosphère, l'influence humaine sur le climat qui est le facteur principal du réchauffement de l'air et qui contribue à l'augmentation de la quantité de vapeur d'eau présente dans l'atmosphère. Facteur principal du dégel des sols gelés, du recul de la glace de mer autour de l'Arctique, de la fonte généralisée des glaciers et qui contribue à la fonte du Groenland, à l'écoulement accentué du côté de l'Antarctique. Contribue aussi au recul de l'enneigement en moyenne montagne ou près des régions polaires. L'influence humaine sur le climat augmente la saison de croissance des plantes, avec parfois un démarrage plus précoce, qui les rend plus vulnérables à un gel tardif, comme on l'a vu d'ailleurs ce printemps en France. Dans l'océan, c'est le facteur principal de la montée du niveau des mers, du réchauffement en surface et en profondeur, également de l'acidification de l'océan. Je précise qu'aujourd'hui, plus de 50% du dioxyde de carbone qu'on met dans l'atmosphère est repris par la végétation, les sols et l'océan. C'est pour ça que cela conduit à l'acidification de l'océan. Néanmoins, ce service que nous rendent ces écosystèmes dépend de nos émissions de gaz à effet de serre et de l'état du climat. Un des résultats de notre évaluation est que l'efficacité relative de ces puits naturels de carbone diminuerait en cas de fort réchauffement, en cas de fortes émissions à venir de gaz à effet de serre, ce qui voudrait dire qu'une fraction plus grande de nos émissions s'accumulerait dans l'atmosphère. Ce constat s'affine par rapport au poids de chaque facteur. Et sur les facteurs qui contribuent au réchauffement actuel, le premier, ce sont nos rejets de dioxyde de carbone. Le deuxième, par des effets directs et indirects sur la chimie atmosphérique, ce sont nos rejets de méthane, et puis d'autres facteurs. L'influence humaine sur le climat est également beaucoup plus claire, pas uniquement sur des tendances à grande échelle, mais également sur le fait d'augmenter la fréquence d'occurrence et l'intensité d'événements extrêmes qui touchent également à la disponibilité en eau et au cycle de l'eau, notamment les vagues de chaleur, les événements de pluie torrentielle, de fortes précipitations et dans certaines régions, les sécheresses. Alors si l'on prend les événements de chaleur extrême, vous avez une représentation idéalisée des régions du monde. MED, c'est la région Méditerranée. WCE, c'est la partie Europe de l'Ouest et Europe centrale. Donc vous voyez que l'ensemble de l'Europe est coupé en 4 grandes régions, typiquement. C'est l'échelle à laquelle se fait cette évaluation. Toutes les régions qui apparaissent en rouge, ce sont les régions où il y a une intensification des extrêmes chauds. Et quand vous avez des points noirs, plus vous avez de points noirs, plus notre confiance dans le rôle de l'influence humaine sur le climat, sur l'intensification de ces extrêmes chauds est élevée. Vous voyez que c'est généralisé, avec quelques endroits où on manque de données fines suffisamment disponibles. Pour l'intensification des événements de forte précipitation,
Vous voyez une augmentation dans beaucoup de régions de l'hémisphère nord ou bien des hautes latitudes de l'hémisphère sud. Toutes les régions en gris, c'est là où on manque soit d'observations disponibles à une échelle fine, horaire, quotidienne, soit là où on n'a pas eu d'études d'attribution donc qui permettent de relier l'influence humaine sur le climat à ces événements de pluie torrentielle. Et ça souligne le besoin de soutenir à la fois les travaux d'observation et les travaux d'attribution qui jouent un rôle clé dans la compréhension de ce qui est observé. Les régions hachurées, c'est là où à l'intérieur d'une région, on a des résultats contradictoires. Pour les événements de type Cévenol, les études scientifiques françaises montrent une augmentation des records de précipitations depuis quelques décennies. Enfin, pour les sécheresses, toutes les régions qui apparaissent en jaune sont des régions où on observe une augmentation de la sévérité des sécheresses. C'est le cas dans la plupart des régions de climat de type méditerranéen et également le cas à nos latitudes, du fait de l'influence humaine sur le climat. Donc dans les régions de climat méditerranéen, c'est dû à une baisse de la pluviométrie, en particulier pendant la saison sèche, et également dans d'autres régions, le fait que dans un climat plus chaud, l'évapotranspiration augmente, ce qui exacerbe en fait la sécheresse des sols, et c'est le résultat d'une atmosphère plus chaude. Donc un ensemble de caractéristiques qui changent, pas simplement des tendances, mais également des événements extrêmes plus intenses, plus fréquents, et des événements extrêmes composites, par exemple les conditions très chaudes, très sèches et venteuses, favorables aux incendies de forêt, donc qui touchent des régions nouvelles, des saisons plus longues, et qui augmentent en intensité et en fréquence. Des changements composites dans l'océan également, donc un océan avec davantage de vagues de chaleur, du fait de l'influence humaine sur le climat, un océan qui se mélange moins bien en étant plus chaud, avec des effets sur la densité des eaux de mer, donc une perte d'oxygène dans les premières centaines de mètres dans l'océan, et un océan qui également subit une acidification, donc des changements composites qui affectent la vie marine, le potentiel de prise de pêche, et donc ceux qui dépendent également de la vie marine. Deuxième élément, les projections. Dans ce rapport, nous analysons 5 grandes catégories de scénarios idéalisés. Des scénarios de baisse ou très forte baisse d'émissions de gaz à effet de serre qui démarrent immédiatement. Un scénario de stagnation pendant quelques décennies des émissions mondiales de gaz à effet de serre. Et des scénarios de hausse ou très forte hausse des émissions mondiales de gaz à effet de serre en l'absence de politique climatique ambitieuse. Ensuite, dans la réponse du climat, nous avons combiné l'ensemble des sources d'informations disponibles et nous avons une meilleure estimation de la réponse du climat, ce qu'on appelle la sensibilité climatique, et réduit d'un facteur 2 la plage d'incertitude associée. Donc nous avons, pour la réponse du climat à ces scénarios, combiné cette compréhension de l'ensemble des rétroactions qui façonnent la réponse du climat avec les résultats des modèles de climat contraints par les observations. Donc c'est une approche qui est différente de ce qui avait été fait précédemment. Donc pour résumer les résultats, je ne montre ici que la meilleure estimation pour chaque scénario, pas la plage d'incertitude, je vais la montrer pour un des scénarios. Vous voyez que dans tous les cas, même en cas de très forte baisse d'émissions de gaz à effet de serre, on s'attend à la poursuite du réchauffement jusqu'au milieu de ce siècle. L'inertie n'est pas celle de la réponse de la température à la surface de la Terre. Si demain, on mettait à zéro l'ensemble des émissions mondiales de gaz à effet de serre et d'autres facteurs, il y aurait très peu d'évolution de la température à la surface de la Terre. Mais le réchauffement qui est déjà là est irréversible. L'inertie, elle vient des véhicules thermiques, des systèmes de chauffage, des pratiques agricoles, des centrales thermiques, des infrastructures industrielles. Même en cas d'actions très ambitieuses, même si les émissions mondiales de gaz à effet de serre diminuent après année, on continuera à avoir des émissions et leur effet pour le dioxyde de carbone cumulatif sur quelques décennies. Donc vous voyez, à horizon 2020-2040, en moyenne sur 20 ans, on s'attend à atteindre un niveau de réchauffement de 1,5 degré. Si les émissions mondiales de gaz à effet de serre diminuent fortement, rapidement, alors il est possible de contenir, autour de 2050, le réchauffement proche de 1,5 degré, après un léger dépassement, ou largement en dessous de 2 degrés. Ce sont ces 2 trajectoires que je viens de décrire. Si les émissions mondiales de gaz à effet de serre stagnent à un niveau proche du niveau actuel, alors on s'attend à dépasser un niveau de réchauffement de l'ordre de 2 degrés autour de 2050.
En fin de siècle, la plage de réponse est de l'ordre de 2,1 à 3,5 degrés pour ce scénario. On ne peut pas exclure de dépasser 3 degrés sur la plage la plus probable de la réponse du climat. Et même sur la meilleure estimation dans ce type de scénario, on dépasse 3 degrés au début du siècle suivant. Les scénarios d'émissions très fortes de gaz à effet de serre sont aujourd'hui moins plausibles du fait de désinvestissements dans le secteur du charbon, du fait de politiques climatiques qui sont en place, mais on ne peut toujours pas exclure une réponse forte du système climatique, même en cas de stagnation d'émissions mondiales de gaz à effet de serre. Et donc c'est important de considérer une large plage d'évolution à long terme pour se préparer au futur possible. Alors à quoi ressemblent ces trajectoires d'émissions de gaz à effet de serre? Celles qui conduisent à un réchauffement qui dépasse 2 degrés en 2050, l'objectif principal de l'accord de Paris sur le climat, vous voyez, c'est la trajectoire en jaune, c'est pour le dioxyde de carbone une stagnation pendant quelques décennies, puis une baisse lente. Les trajectoires qui permettent de contenir le réchauffement à un niveau très bas sont les trajectoires bleu foncé ou bleu clair, donc une baisse de 2 à 4% chaque année des émissions mondiales de dioxyde de carbone, mais aussi des autres gaz à effet de serre, et qui atteignent des émissions humaines, dues aux activités humaines, à net zéro autour de 2050 ou autour de 2070. Le fait d'atteindre des émissions à net zéro autour de 2050, ça ne démarre pas en 2040. Les conditions pour y parvenir, c'est ce qui va se passer dans les années, dans la décennie qui vient. C'est un point qui est extrêmement important. Alors, pour chaque fraction de réchauffement supplémentaire, ce rapport confirme que les changements sont amplifiés dans chaque région. C'est par exemple le cas pour les tendances de température en haut. Plus le curseur est élevé au niveau planétaire, plus il est élevé dans chaque région. C'est aussi le cas, mais de manière beaucoup plus contrastée, pour les changements de pluviométrie, avec une tendance à la baisse de la quantité annuelle de précipitations dans les régions semi-arides ou de climat méditerranéen, et une tendance à la hausse dans d'autres régions. Donc ça se reflète en France avec une tendance à la hausse sur les précipitations en hiver au nord et une tendance à la baisse en été des précipitations. Donc ces facteurs se combinent pour conduire à une baisse graduelle de l'humidité des sols dans de nombreuses régions, climat méditerranéen, Europe de l'Ouest également, donc une tendance à la baisse importante de l'humidité des sols qui est anticipée. Ce rapport souligne à quel point la hausse du réchauffement intensifie le cycle de l'eau globale, mais aussi sa variabilité, en renforçant les moussons, en renforçant la sévérité des saisons et aussi des événements très humides ou très secs. Donc se préparer sur la gestion de l'eau à ce climat qui va continuer à changer, c'est pas uniquement des tendances graduelles, mais c'est aussi une variabilité qui augmente au fur et à mesure de ce réchauffement, ce qui pose des défis considérables dans la manière d'anticiper. Donc parmi les changements qui augmentent directement avec le niveau de réchauffement planétaire, vous avez la fréquence et l'intensité des extrêmes chauds partout, sur Terre comme en mer, l'intensité des épisodes de fortes précipitations, en gros c'est au moins 7% par degré de réchauffement. Dans de nombreuses régions comme en France, en métropole mais aussi sur les petites îles dans les outre-mer, une augmentation de la sévérité des sécheresses de type agricole au sens de l'humidité des sols. C'est également une augmentation de la proportion des cyclones tropicaux les plus intenses, ceux de catégorie 3, 4, 5 ou même davantage, en termes de vitesse de vent, d'effet sur la submersion et d'effet sur les records de précipitation. Et puis c'est également des événements composites, par exemple submersion côtière et inondation fluviale en même temps, du fait de la hausse du niveau graduel des mers. Le recul de la cryosphère, glace de mer, couverture neigeuse en sol gelé dépend aussi quasi directement du niveau de réchauffement planétaire. Donc, ça veut dire se préparer à des événements à venir d'une intensité plus forte, d'une fréquence en hausse, y compris les sécheresses modérées qui vont être plus fréquentes, sur de nouvelles localisations, à des moments différents de l'année, et puis ces nouvelles combinaisons d'événements. Donc, vous le voyez, le changement climatique affecte déjà toutes les régions de la Terre de multiples façons, avec des tendances, des événements extrêmes, des valeurs au-dessus de seuils de tolérance connus pour les écosystèmes, pour les sociétés humaines, qui donnent déjà lieu à des impacts. Ce rapport souligne à quel point les changements que nous subissons dans chaque région vont s'accentuer avec la poursuite du réchauffement. Et dans ce rapport, on a
définit un ensemble de facteurs climatiques générateurs d'impact dans de grandes catégories, en particulier liées à tout ce qui touche à la pluie ou la sécheresse, tout ce qui touche à la partie cryosphère, donc neige ou glace, qui joue aussi sur le stockage d'eau et l'alimentation en eau, et puis tout ce qui touche également au phénomène sur le littoral, sachant que par exemple la montée du niveau des mers peut conduire à une salinisation des ressources phréatiques côtières. Cela en fait également partie des conséquences. Donc pour chaque région, vous trouverez dans ce rapport une synthèse de l'état de nos connaissances sur l'ensemble de ces facteurs générateurs d'impact, ce qui est observé attribué à l'influence humaine, et puis l'ampleur des changements, typiquement pour un réchauffement planétaire de l'ordre de 2 degrés autour de 2050, quelles sont les grandes tendances qui se dégagent. Un des résultats très nets, c'est que plus le niveau de réchauffement est élevé, plus il y aura une généralisation de changements simultanés et multiples et plus prononcés dans chaque région. Donc, nous mettons à votre disposition, dans une approche de sciences ouvertes et de données ouvertes, cet atlas interactif qui permet de visualiser les synthèses régionales pour ces facteurs générateurs d'impact, mais aussi les projections climatiques à l'échelle régionale, et d'accéder aux données, de faire vous-même vos propres visualisations. Ça ne se substitue pas au développement de services climatiques, bien sûr, en réponse à des besoins spécifiques dans chaque contexte pour chaque secteur d'activité. Il y a un besoin de coproduire l'information, en s'appuyant sur les connaissances, l'expertise des acteurs de terrain, et en mobilisant l'ensemble des sources d'information. Ce qui est observé, l'attribution d'événements, même d'événements spécifiques, pour bien comprendre comment l'influence humaine agit et comment ces événements vont être amenés à changer dans le futur, et puis également les projections globales, régionales, de sorte à mobiliser l'ensemble des connaissances disponibles pour ne pas conduire à une maladaptation en utilisant seulement une information qui soit partielle, qui n'explore pas toute la plage d'incertitude. Pour certains aspects dans le changement climatique, les composantes lentes, l'océan profond, les glaces polaires, il n'y a pas de retour en arrière possible. Le cycle du carbone, le réchauffement actuel, ce sont des choses qui vont persister à des échelles de temps de milliers d'années futures, et tout particulièrement du fait de l'augmentation du contenu de chaleur de l'océan, qui va être multiplié par 2 à 8 ce siècle par rapport à ce qui a déjà eu lieu, par rapport à la poursuite de la fonte du Groenland, avec une incertitude majeure sur la contribution de l'Antarctique à la montée du niveau des mers à l'échelle de ce siècle et des siècles suivants. Dans tous les cas, il est certain que la montée du niveau des mers va se poursuivre, ce qui va affecter l'écoulement des cours d'eau, ce qui va également affecter les ressources en eau côtière et les risques littoraux. Donc si on regarde les projections sur la montée du niveau des mers, elle est cohérente avec notre évaluation de la réponse de la température, notre évaluation de la sensibilité du climat, c'est une avancée majeure, à l'aide de modèles simplifiés qu'on appelle des émulateurs, et qui sont également disponibles publiquement, de sorte à pouvoir être réutilisés. Donc, dans tous les cas, une poursuite de la montée du niveau des mers par rapport aux dernières décennies de l'ordre d'une vingtaine de centimètres autour de 2050. À horizon 2100, si on prend toute la plage la plus probable de notre évaluation, une montée du niveau des mers qui pourrait être contenue à plus 30 cm en cas de forte baisse d'émissions de gaz à effet de serre, et s'il n'y a pas de phénomène accéléré du côté de l'Antarctique, la plage la plus haute va jusqu'à un peu plus d'1 mètre à horizon 2100 dans un scénario de très forte émission de gaz à effet de serre. On a également évalué ce que donnerait une situation à faible probabilité d'occurrence de déstabilisation rapide de certains secteurs de l'Antarctique, ce que cela produirait si cela se déroule comme contribution supplémentaire à la montée du niveau des mers. C'est une demande que nous ont fait les gestionnaires de risques, ceux qui gèrent des infrastructures stratégiques sur le littoral, d'avoir accès également à des éventualités à faible probabilité d'occurrence, mais qui sont extrêmement importantes à intégrer dans une gestion de risque pour des infrastructures stratégiques. Et puis à horizon 2300, ce sont plusieurs mètres dans tous les cas, à horizon de 2000 ans dans le futur, si le niveau de réchauffement est limité à 1,5 degré, c'est 2 à 3 mètres de hausse. Si le réchauffement est limité autour de 3 degrés, c'est 4 à 10 mètres de hausse. Et pour un réchauffement plus important, c'est une montée encore plus importante qui se poursuit à cette échelle de temps-là, sur 2000 à 10 000 ans. Alors ce qui est important de comprendre, c'est que les changements qui dépendent directement du niveau de réchauffement planétaire, on les freine si on limite le niveau de réchauffement planétaire. C'est-à-dire ils vont continuer à augmenter en intensité, en fréquence,
mais cette augmentation s'arrête si on arrive à limiter le réchauffement planétaire. Et les changements lents, on peut les freiner en limitant le niveau de réchauffement planétaire, ce qui est critique pour donner plus de temps pour l'adaptation sur le littoral, sachant que pour le littoral, ce n'est pas simplement la montée graduelle du niveau des mers qui compte, mais c'est aussi la récurrence d'événements de niveau marin extrêmes. Ceux qui se produisaient une fois par siècle au siècle passé se produiront dans le monde 20 à 30 fois plus fréquemment en 2050, simplement par l'effet de la montée graduelle du niveau des mers. Et donc c'est important d'utiliser l'ensemble de ces informations, tendances et extrêmes, pour anticiper et pour s'y préparer. Donc de ce point de vue-là, notre rapport regarde la partie géophysique. D'un point de vue du fonctionnement du climat, qu'est-ce que ça prend de limiter l'ampleur du réchauffement? Et on confirme une relation étroite entre le cumul des émissions passées, présentes et futures de dioxyde de carbone et le niveau de réchauffement planétaire. Donc ça veut dire que tant que les émissions mondiales humaines de CO2 ne sont pas à zéro, le climat continue à dériver et ses conséquences continuent à s'aggraver. Là, en fait, on montre les mêmes scénarios que tout à l'heure, mais uniquement jusqu'en 2050. Et vous voyez, en fait, le type de réchauffement dû à des cumuls différents dans les années à venir, en plus de ce qui a déjà été fait au niveau historique. Cela permet de traduire le fait de limiter le réchauffement à tel et tel niveau en budget carbone résiduel. Donc, vous voyez le CO2 émis depuis la révolution industrielle, donc le cumul historique, et la petite marge de manœuvre résiduelle pour limiter avec un degré de confiance de 50% ou 2/3 le réchauffement proche de 1,5 degré ou proche de 2 degrés. Avec 40 milliards de tonnes de CO2 émis chaque année, la marge de manœuvre résiduelle est limitée et diminuer le plus rapidement possible les émissions de gaz à effet de serre est une condition clé par rapport aux conséquences sur le cycle de l'eau et d'autres facteurs. Et j'en viens juste à une question simple. Chaque tonne de CO2 compte. Est-ce que vous faites le maximum pour réduire les émissions de gaz à effet de serre? Dans votre cadre institutionnel, dans votre cadre professionnel, dans votre cadre personnel? C'est la question de fond. Ensuite, donc pour limiter le réchauffement de la planète, notre rapport confirme qu'il est nécessaire de limiter les émissions cumulées de CO2 et donc d'aller le plus vite possible vers des émissions mondiales humaines à zéro net. Et plus le cumul jusqu'à cela sera élevé, plus le climat va dériver. De réduire également fortement les émissions des autres gaz à effet de serre, avec une attention toute particulière sur les émissions de méthane, donc un gaz à effet de serre très puissant, mais avec une durée de vie courte, une dizaine d'années dans l'atmosphère, pas d'effet cumulatif. Réduire rapidement les émissions de méthane, ça permettrait également de contribuer à l'amélioration de la qualité de l'air, puisque le méthane est un précurseur de la formation d'ozone en surface, qui est un polluant atmosphérique, et ça permettrait de limiter l'effet de réchauffement qui résultera d'émissions plus faibles de polluants de type particules atmosphériques. Donc il y a un accent qui est particulier mis sur cela, mais si on prend l'ensemble des scénarios évalués, c'est le dioxyde de carbone qui domine dans le niveau de réchauffement futur. Donc ce rapport souligne à quel point le climat que nous connaîtrons à l'avenir dépend des décisions que nous prenons maintenant et qu'il est intimement lié à des modifications de tous les aspects du cycle de l'eau, des tendances, mais aussi des événements extrêmes et sa variabilité. Vous avez un ensemble de ressources à votre disposition. Pour l'instant, c'est en anglais. On est en train de démarrer la relecture des traductions pour qu'elles soient les plus rigoureuses possibles. Donc un résumé pour décideurs, mis en page, il fait à peu près 25 pages, 2 tables, 10 figures. Un résumé technique qui reflète vraiment l'ensemble des avancées de ce rapport, une centaine de pages. Un atlas interactif dont je vous ai parlé, des réponses à des questions fréquentes, des fiches de synthèse régionale, 2 pages pour chaque région du monde. Par exemple, pour la France, les zones urbaines, les petites îles, l'océan, l'Europe sont tout à fait pertinents pour un ensemble de questions. Et puis on est en train de préparer des synthèses sectorielles, et je remercie le partenariat français pour l'eau de contribuer à nous aider à préparer ces fiches sectorielles qui essaient de tirer en fait une synthèse des informations pertinentes dans les milliers de pages de notre rapport pour différents secteurs d'activité et tout particulièrement la gestion de l'eau. Merci de votre attention. Merci beaucoup Valérie Masson-Delmotte. Vous avez été très clair et très pédagogique et c'est aussi un des objectifs de cette journée d'essayer de donner accès à ces données justement de manière le plus large possible et le plus simple pour que ce soit compréhensible, pour qu'on puisse passer à l'action.